Nous abordons la table ronde de ces rendez-vous pro de la mobilité ici à Nantes avec cette table ronde qui a pour thème le collectif moteur du changement. Les Français adorent les révolutions, mais ils détestent le changement. Cette paraphrase de Tocqueville illustre un peu la condition posée. Le changement est généralement vu comme une contrainte. Alors tout l'objet, c'est de faire de cette contrainte une opportunité. Nous l'avons déjà évoqué par l'approche collective. Cette approche collective peut être très organisée ou plus informelle. C'est ce que nous allons voir cet après-midi avec ces regards croisés, avec nos deux intervenantes tout d'abord. Laurence Charpentier, vous êtes chargée de mission développement durable à Polytech, pilote de la commission mobilité de l'AFUL Chantrerie. Vous nous expliquerez ce que c'est que cette association, qui est l'association fédératrice des utilités locales, qui avait commencé bien avant les questions de mobilité, bien avant qu'elles ne se posent de manière aussi crue qu'aujourd'hui. Myriam Lecomte, vous êtes manager fonction support projet interne et RSE chez HLP Audit, qui est un gros cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. Et votre cabinet est l'un des 3 membres d'un collectif informel d'entreprises mobilisées sur la mobilité du Bas-Chantenay, 3 entreprises voisines qui ont une problématique voisine commune et qui, à partir de là, ont commencé à travailler ensemble. Et puis nous retrouvons Nicolas Fiolaine, notre expert pour cette journée. Nicolas Fiolaine, donc enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon, chercheur associé à la chaire d'innovation publique et directeur scientifique de l'unité sciences comportementales de la SNCF. Nicolas Fiolaine, vous avez le micro, vous allez ouvrir justement cette table ronde où nous allons revenir sur cet enjeu du changement de comportement. Oui, pour placer un peu les choses dans un contexte relativement large, le fait, ce que je voulais souligner, c'est le moment où on est sur le rapport au changement, qui à la fois est dans une constante par rapport à des choses qu'on connaît depuis longtemps, la difficulté à changer, l'attachement qu'on peut avoir à des situations existantes face à des enjeux qui sont particulièrement importants. Le changement en général, vous l'avez dit, c'est compliqué parce que le propre de l'être humain, c'est d'arriver... c'est pas tout à fait propre à l'humain. Mais disons, le propre du vivant, c'est d'arriver à se construire un quotidien, une zone de sécurité. Et l'humain est très fort pour ça. Il se construit des habitudes, des rituels, ce qu'on appelle un quotidien, qui a une fonction à la fois psychologique et pratique extrêmement importante. Ça nous évite de penser, ça crée un sentiment de sécurité, ça rend l'environnement prévisible, etc. Et le changement vient percuter tout ça. Dès qu'on parle de changement, dès que dans vos phrases, dans un discours, le changement apparaît comme une possibilité, tout à coup, ce que veut dire le changement, c'est-à-dire que le futur va être différent du passé et que le présent se retrouve tendu entre un passé qui n'existera plus et un futur qui n'existera pas encore. C'est le suspense, c'est le moment où on est suspendu, où on ne sait pas où on va, où on sait ce qu'on perd et on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on gagne. Et il ne faut jamais sous-estimer l'état psychologique que ça peut produire et les ressources que ça demande pour faire face à ces changements. Il y a des gens dont la vie est faite que de changements. Je pense aux existences précaires, dont on ne sait jamais si notre contrat sera reconduit, on ne sait jamais si le salaire qu'on avait prévu sera là, on ne sait jamais si on n'aura pas des rattrapages de charges de notre bailleur social, etc. Rien n'est prévisible et le changement est là en permanence. Et il y a à l'inverse des vies qui se consolident, qui se cristallisent dans certaines formes et qui ont beaucoup de mal à changer. Donc c'est un sujet qui est permanent, qui est difficile au niveau de l'être humain de par cette nécessité de construire du quotidien. Et face aux enjeux aujourd'hui, on a bien ce décalage qu'on constate dans toutes les études entre ce qu'on pense qu'on pourrait faire, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait effectivement. Donc moi je dirais, on aime le changement, on y est prêt, ça a été dit par plein de sondages, les Français sont prêts à changer, mais... Et il y a toujours ce mais qui illustre un peu ce graphique de la dernière enquête sur les représentations du changement climatique de l'ADEME, où on se rend compte que il y a ceux qui ont déjà changé, qui constituent finalement une minorité. Il y a ceux qui se refusent et qui ne sont pas prêts à changer et pour qui le travail de sensibilisation, de connaissance, etc. est évidemment important. Et puis il y a tous ceux qui sont dans un entre-deux, qui savent qu'ils pourraient ou qui se demandent s'ils pourraient, qui sont... un peu comme quelqu'un qu'on connaît bien en France par un certain film, à 2 doigts de conclure tout le temps, mais qui reste à 2 doigts de conclure malheureusement. Et ça pose un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que l'état psychologique
chez l'humain, de cet état où on aurait envie du changement, on a les valeurs, on a l'intention, mais on ne passe pas à l'action, produit ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, concept que vous connaissez peut-être, mais qui est cette tension psychologique entre ce que je voudrais faire et les valeurs qui portent ce que je voudrais faire et ce que je fais effectivement. Et cette dissonance cognitive, elle est complexe, parce que si elle se maintient trop, si cet état d'inconfort se maintient trop, si les gens n'arrivent pas à changer effectivement leur comportement, il y a une solution pour réduire cette tension, c'est de changer ses attitudes, c'est de changer ses perceptions. Et ça fait 1 an, 2 ans, presque 3 ans qu'on commence à avoir des indicateurs de décrochage en termes de perception, de croyance dans les effets du changement climatique, de l'importance accordée à la transition écologique. Et ça, ce serait tout à fait naturel, et on peut le prédire presque, si les conditions de changement des actions n'arrivent pas à se mettre en place à tel point que les gens arrivent à aligner leurs actions à leurs intentions, on va avoir des effets de déni, des risques de déni du changement climatique et de renversement des attitudes. Et on va évidemment perdre un temps colossal et qui va rendre encore moins acceptables les mesures contraignantes qu'on va devoir prendre à un moment donné de par un certain nombre de réglementations qui vont devoir se mettre en place. Il y a aussi une autre problématique, c'est que la dissonance cognitive est inconfortable, mais peut aussi générer de la souffrance, de l'anxiété, du sentiment d'être dépassé par les événements, et on sait bien que chez les plus jeunes, il y a ce sentiment-là et qu'il y a une urgence à leur donner l'impression qu'ils sont passés à l'action, qu'il y a des moyens d'agir, et évidemment le lieu du travail, les organisations collectives que sont les organisations du travail, les entreprises devraient, pourraient être des lieux dans lesquels on crée et on essaye de réduire cette dissonance cognitive en utilisant ce levier du collectif. Mais l'enjeu n'est pas mince, est vraiment pas mince, et il est parfois même existentiel, parce que si on perd trop de temps et quand on travaille avec les services techniques de l'État ou des collectivités sur les anticipations des conséquences du changement climatique, on se rend bien compte qu'il faut qu'on aille effectivement très vite, sauf à en subir beaucoup de conséquences. Alors ça rappelle et ça rejoint ce que je disais ce matin sur le fossé entre les intentions et l'action, et le fait que le contexte évidemment joue un rôle assez fondamental et qu'on a peut-être sous-estimé le rôle du contexte dans nos décisions et dans nos actions. On a une image de l'humain qu'on a construit dans l'histoire, une image de l'humain comme capable de penser, et parce qu'il pense, les choses vont advenir. Ce qu'on appelle le projet, vous savez, ou l'intention. On se dit, puisqu'on le veut, on peut. On se rend bien compte que non, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut, c'est pas parce qu'on veut et qu'on peut qu'on le fait. Il y a plein de moments où on voudrait, où on pourrait, où on ne le fait pas. Et on a mené encore une enquête sur l'Île-de-France récemment auprès de plusieurs milliers de personnes. Et il y avait quand même 45% des personnes qui disaient je serais prêt, je pourrais utiliser davantage les transports en commun, mais je ne le fais pas. Donc il y a un vrai enjeu et c'est compliqué. Je le disais, on a tous des bonnes résolutions chaque année qu'on se dépêche d'oublier. Les travaux montrent que, en gros, 92% des bonnes résolutions que les gens prennent, par exemple, sur des dispositifs digitaux, sont abandonnées le 18 janvier. Bon, il y a 2 ans, c'était le 15 janvier qu'on atteignait ce seuil, donc on a gagné 3 jours. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste quand même assez médiocre comme passage de l'intention à l'action. Donc on a tous cette problématique-là. Et le sujet des mobilités, à vrai dire, est un des sujets avec l'alimentation auxquels se confrontent non seulement les collectivités, mais l'ensemble des acteurs, et qui sont des comportements extrêmement difficiles à changer. Parce que ce sont des comportements, alors quand on parle de comportement, normalement on parle de quelque chose de très précis. C'est prendre son vélo tel jour pour faire tel trajet. Ça, c'est un comportement. Se déplacer à vélo, c'est une pratique. Utiliser des moyens de déplacement sobres, c'est un mode de vie. Un comportement, c'est très précis, et quand on anticipe un changement de comportement, quand on est un humain normal, on va se poser tout un tas de questions, c'est-à-dire que on va se dire, mais demain matin, comment je fais, où je me gare, à quelle heure je pars, comment je m'habille, quelles chaussures je mets, est-ce que je vais arriver propre, est-ce que je vais transpirer, et on se rend compte que ce qu'on appelait les petits gestes, en fait, ne sont jamais des petits gestes, jamais. Tout petit changement est lourd de conséquences et contient dans ses conséquences toute une image sociale du manager qui se dit, est-ce que je peux vraiment arriver transpirant ? Est-ce que je peux vraiment arriver sans donner cette impression que je maîtrise tout et que moi, transpirer, jamais, un peu comme à la télé, etc.
ça touche à l'identité sociale. Et donc les questions du déplacement, c'est vraiment des questions qui touchent à la fois les comportements, la micro-action qu'il faut aider à accompagner dans ces infimes détails. Et plus on aide les gens à se projeter dans le comportement, plus c'est facile. Ça touche aux pratiques, c'est-à-dire que quand je bouge autrement pour mon travail, je bouge autrement pour mes enfants, je bouge autrement pour le rendez-vous, je bouge autrement pour aller m'acheter à manger. Donc je bouge autrement pour tout un tas de choses. Et quand je bouge autrement, je vis autrement. J'ai un autre rapport au temps, j'ai un autre rapport aux autres, j'ai un autre rapport à l'espace. Être à vélo induit un rapport aux autres qui est complètement différent. Et donc, c'est dire l'enjeu des changements de comportement de mobilité, combien ça vient toucher à des dimensions qui sont vraiment des dimensions de l'expérience humaine, qui sont assez centrales, qui ont à la fois des implications dans d'infimes détails pensés au bon cadenas, et des implications dans le mode de vie. Et des fois, on va toucher au mode de vie, on ne va pas comprendre que les gens réagissent très mal. Mais c'est parce qu'on a touché à quelque chose qui était plus que du comportement, plus que de la pratique, mais qui venait engager aussi les valeurs, l'identité sociale, l'appartenance groupale, et que tout à coup s'activent des sentiments d'injustice, des sentiments qui sont des sentiments de stigmatisation, des sentiments qui peuvent être des sentiments d'exclusion sociale. Et quand on en arrive là, ça a été le cas par exemple pour les ZFE, qui ont essayé d'utiliser des moyens un peu plus contraignants et qui ont été vécus comme des injustices, et qui le sont d'ailleurs parfois dans leur mise en place. Là, on arrive à des choses qui peuvent être très compliquées et où, pour revenir en arrière, ça va être très difficile. Donc l'idée, c'était de poser un peu les enjeux. C'est quelque chose de pas facile, qui est reconnu dans nos travaux comme un des comportements les plus difficiles à changer, mais où le collectif peut jouer véritablement un rôle clé, facilitateur. Nous allons voir justement un de ces collectifs avec la Chantrerie, avec la FUL, Laurence Charpentier. Bon, vous, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt positif, constructif. C'est pas toujours simple, mais ça avance. On n'est pas dans des grandes difficultés. On n'est pas dans des grandes difficultés, mais effectivement, chaque petit pas gagné est un petit pas gagné, et il ne faut pas repartir en arrière. Il faut consolider toujours les choses. Donc, Alors, quelques mots sur l'histoire, pour resituer la FUL Chantrerie. D'où venez-vous et que faites-vous aujourd'hui ? alors, l'histoire de la FUL Chantrerie, donc la FUL, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2010 autour d'un collectif d'acteurs qui ont, notamment grâce à son directeur de l'époque, créé une chaufferie biomasse et un réseau de chaleur. Donc ça, c'était vraiment le démarrage de l'association. Et puis ce beau projet qui a vu le jour, qui s'est concrétisé, a montré à l'ensemble de la communauté de l'époque que c'était possible de faire des choses ensemble et de faire des choses concrètes qui en plus avaient de la valeur ajoutée, non seulement parce que ça permettait de payer l'énergie moins cher, mais en plus c'était bon pour l'environnement, ça permettait de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a été vraiment le premier projet porté par cette association qui a montré que le faire ensemble, c'est possible, et ça donne vraiment des choses concrètes. Dans la foulée de ce qui est devenu une commission énergie, parce qu'on s'est structuré petit à petit, il y a le sujet de la mobilité qui est arrivé, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors ce sujet-là avait été initié avant la création de l'association par un petit groupe de personnes de différents établissements et structures qui trouvaient difficile de venir sur la Chantrerie en transport en commun, puisqu'à l'époque, on n'avait qu'un transport en commun qui passait que toutes les 20 ou 30 minutes, et avec des horaires à 19h, c'était fini. Donc ce collectif s'était constitué pour travailler au sujet de la mobilité. Ça s'appelait le plan de déplacement interentreprise Chantrerie à l'époque. Et puis par la structure de la FUL, cette association, qui, je le dis juste au passage, regroupe une vingtaine de membres et qui a vraiment une particularité, c'est que parmi les membres, il y a des établissements d'enseignement supérieur, il y a des entreprises privées et publiques, il y a des restaurants, un hôtel, et il y a aussi des habitants de la zone Chantrerie, donc avec des problématiques différentes, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour le coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Justement, vous évoquez un peu le contexte. Là, on peut parler du contexte. Oui. Parce que vous êtes dans une situation où les questions de mobilité deviennent une difficulté de plus en plus aiguë. Voilà. Donc, effectivement, la situation actuelle est que... alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien déjà la Chantrerie, on est coincé entre l'Erdre qui passe à l'ouest et puis l'autoroute qui passe au sud. Donc, on a des difficultés d'accès à la Chantrerie.
plus une augmentation de l'effectif sur la chantrerie, puisqu'on est passé de, puis on était à 10 000 à une époque, on est à 12 000 et on va aller vers peut-être 14 000 avec l'arrivée de nouvelles structures sur la chantrerie. On a 1400 véhicules aux heures de pointe, donc ça passe plus. On a des goulots d'étranglement pour arriver sur la zone. Et donc c'est un véritable sujet pour l'ensemble du collectif. Et beaucoup d'autosolisme. Alors, beaucoup d'autosolisme. Quand j'ai vu les chiffres que présentait M. Maubert ce matin, on est tous au niveau de l'association en PAC Mobilité et nous, on est plutôt à 65% d'autosolisme. Donc, on n'est encore pas rendu aux chiffres moyens annoncés par M. Maubert ce matin. Alors, vous êtes structuré au sein de la FUL. Alors, quand on parle de structuration, il y a quand même du monde. Hein. Alors, la structuration globale au niveau AFUL, mais en particulier au niveau de cette commission mobilité, c'est à chaque fois qu'on a un sujet qui touche le collectif, on a un pilote d'une commission, donc la pilote de la commission mobilité, et puis on va chercher dans toutes les structures adhérentes à l'association un ou une référente. Et donc dans le cas de la mobilité, on a eu la chance de pouvoir identifier dans chacune des structures un ou une référente avec qui on va pouvoir se réunir de façon régulière pour aborder les sujets liés à la mobilité, que ce soit des sujets collectifs ou que ce soit des sujets individuels avec de l'organisation de partage d'expérience. Avec un équivalent temps plein? Alors au sein de la FUL, on a une salariée, Lucie, qui est dans la salle, qui est secrétaire générale, qui est à temps plein ou 80%, enfin on passe de passer à temps plein et qui va apporter son soutien à l'ensemble des commissions et en particulier sur le sujet de la mobilité. Moi, c'est un sujet que je traite dans mon quotidien professionnel. J'ai la chance d'avoir une direction qui me laisse m'occuper un peu de ce collectif, mais il y a des moments, ça déborde. Et donc, Lucie est vraiment partie prenante, cette salariée, qui permet d'apporter un soutien à l'ensemble des pilotes en fait, de commission. Donc là, il faut du temps. Donc, il faut du temps. Il faut du temps, tout à fait. Et avec ce temps, vous multipliez les actions. Alors, on voit déjà un certain nombre de choses qui sont apparues à l'écran tout à l'heure. Il y a aussi des actions concrètes que vous souhaitiez présenter. Alors, parmi ces actions concrètes, il y a notamment le soutien à ceux qui se déplacent à vélo. Ce n'est pas le tout d'avoir un vélo, c'est que ça s'entretient. Oui, alors sur les actions concrètes, effectivement, on a eu la chance, grâce aussi au PAC Mobilité qui nous aide à financer cela. Donc on travaille en étroite collaboration avec l'association Vélo Campus qui vient mensuellement animer des ateliers d'autoréparation vélo. Et donc ces ateliers ont toujours du succès et permettent à nos cyclistes d'apprendre petit à petit comment est-ce qu'on peut réparer les vélos. Et faire le contrôle technique, parce que ça compte aussi pour les vélos. Et il y a aussi évidemment l'action pour réduire l'autosolisme. Alors là, c'est presque une croisade, c'est une mission. Là. C'est très compliqué, hein. C'est vrai que l'autosolisme, c'est la liberté, l'autonomie. Et donc l'intérêt en tout cas de ce collectif d'associations, ça a été de promouvoir le covoiturage sur notre zone. Et donc c'est l'association AFUL qui a souscrit un contrat avec une application de covoiturage. Et donc, on a pu effectivement mettre en place des actions pour favoriser le covoiturage en sachant que tous les salariés de la zone viennent travailler au même endroit. Et donc, on a pu avoir une masse critique assez rapidement. Et si on était parti en ordre dispersé, structure par structure, eh bien, on n'aurait pas du tout eu cette masse critique qui permet en fait de trouver un équipage et de faire du covoiturage. La force du collectif permet donc d'avoir des résultats très encourageants. Voilà, ça permet d'avoir des résultats très encourageants. Sur le covoiturage, on était chez Klaxit, on est passé à Blablacar Daily, puisque Klaxit a été racheté par Blablacar Daily. Donc là, j'ai des chiffres qui datent d'il y a 6 mois, mais on était à 1600 covoitureurs et presque 3000 inscrits sur la plateforme. Et on voit que depuis 3 ans qu'on a mis en place cette opération de contractualisation avec un opérateur de covoiturage, on a nos chiffres de covoitureurs qui explosent. Quand on le ramène à un nombre de covoitureurs jour, c'est pas énorme, mais ce qui compte, c'est la progression sur laquelle on est parti. Vous proposez aussi des ateliers des animations et notamment une expérimentation en termes de vélo et de trottinette. Alors ça, c'est une expérimentation pilote qui est portée par Nantes Métropole et Naolib.
et qui permet aux usagers du site de parcourir le dernier kilomètre. Le chronobus arrive au début de la zone et si on veut aller au fond de la zone, il y a 1 à 2 kilomètres. Et donc il y a des vélos assistance électrique et des trottinettes électriques qui permettent de parcourir le dernier kilomètre pour se rendre à son travail ou à son école. Ce qui est important, c'est de maintenir l'intérêt, de maintenir des animations, des actualités. Il faut qu'il se passe des choses en permanence. Même si tout le monde sait, il faut qu'il y ait du concret. Il faut qu'il y ait du concret. Et ce qu'on a remarqué, alors au début, je ne vous ai pas tout expliqué, mais on s'est pris un petit peu des râteaux au début sur le covoiturage, parce qu'on avait fait notre propre site de covoiturage et on avait complètement sous-estimé la partie animation et le fait d'être proche des structures et proche des gens. Donc ça, on a appris en fait de nos erreurs. Et donc, on met maintenant en place, avec les structures, des ateliers pour parler de la mobilité en général, et puis aider les usagers à aller vers du report modal, quel que soit ce report modal en fait. Et on a l'impression que tout est bon en fait, que quelle que soit la forme, quel que soit le sujet, l'atelier, l'activité, la manière de communiquer. Alors oui, mais bien sûr, tout n'est pas forcément rose. Déjà, il a fallu qu'on se structure en termes de communication parce qu'on partait un petit peu dans tous les sens. Et nos référents mobilité qui souvent prennent cette charge-là en plus de leur travail quotidien, nous ont dit mais arrêtez, vous nous inondez de mails et d'informations. Donc on a travaillé avec Naolib et Nantes Métropole pour structurer un plan de communication et puis mieux cibler les informations qu'on souhaitait faire passer et puis avoir une régularité avec, alors je sais plus, c'est une lettre 3 fois par an, ce qui permet vraiment d'optimiser les informations qu'on a à faire passer à nos membres. Il est bon d'avoir de la méthode. Il est bon d'avoir un peu de méthode. Nicolas Fiolaine, votre commentaire sur ce qui nous a été présenté ? Non, c'est très, très intéressant, puis surtout ça donne de l'espoir, ça montre qu'il faut du temps et des moyens, et je crois que la question du temps, elle est vraiment capitale, à la fois chez ceux qui ont changé de comportement et chez ceux qui devraient changer ce comportement et chez ceux qui les accompagnent à changer de comportement. Prendre le temps du diagnostic, de l'écoute, d'arriver à comprendre quels sont les freins, ça peut être par itération, en tentant des choses, mais je crois que la culture de l'expérimentation, c'est-à-dire d'essayer des dispositifs, d'essayer de voir ce qui fonctionne et de prendre le temps de se tromper, de prendre le risque de se tromper, je crois que c'est vraiment c'est une posture qui est très importante à la fois dans les politiques publiques, mais dans l'action publique en général, dans le sens de tout ce qui va accompagner au changement. Et vous avez parlé au début d'un signe de démarrage de ces modes de chauffage et autres, tout élément qui donne un espèce de signal, signal que les choses changent. Et ça, je crois que le caractère tangible et visible, il est absolument fondamental parce que loin des yeux, loin du cœur, et que la visibilité du changement est absolument essentielle. Et des fois, on peut être très content de chiffres qu'on a sur un classeur Excel, sauf qu'on est seul à les voir. Et que le fait que, par exemple, une flotte de vélos ait la même couleur, et du coup, ce qu'on avait recommandé à la métropole, ici d'ailleurs, il y a longtemps, d'essayer d'homogénéiser l'apparence des vélos, puisque quand ils sont tous à peu près pareils, ils commencent à faire masse visuellement, tout à coup la norme apparaît sans avoir une information. On n'a pas besoin d'avoir un compteur qui dit que 90% des gens utilisent le vélo, mais cette idée de l'apparition de quelque chose qui crée un effet d'opportunité, qui soudain dit, là il y a un souffle, je sens quelque chose, il se passe quelque chose, et ça donne envie d'y aller. Et ça permet aussi de venir questionner des choses. Vous parlez au début de ces navettes qui étaient toutes les 20 ou 30 minutes. Et regarder du 19e siècle, on dirait, quelle fréquence incroyable. C'est-à-dire, on a aussi ces enjeux très profonds de rapport au temps, vraiment d'accélération des modes de vie, d'accélération des temps de vie, qui coûtent à tout le monde en stress, en infrastructure, etc. Et où, bien sûr, les organisations de travail ont un rôle à jouer. Et où, quand on parle de réduction, réaménagement, réfléchir sur le temps de travail, bien sûr, le temps de mobilité est à réfléchir aussi avec cette question, non pas d'une forme de lenteur, mais d'un rythme qui peut être différent. Et en fait, dans un rythme plus lent, on peut mettre parfois plus de choses. Bref, mais cette question du temps, elle est vraiment importante, et c'est bien que vous le souligniez, parce qu'on sent que c'est aussi un enjeu, à la fois pour accompagner et pour ceux qui ont besoin de changer les comportements. Et puis ce soin apporté au collectif, et vous l'avez dit, 1 + 1 n'égale pas 2.
C'est-à-dire que 1 plus 1, c'est 3. C'est-à-dire que dès que les humains sont à plusieurs, il y a autre chose qui apparaît qu'on appelle le groupe et dont il faut prendre soin en tant que tel. C'est comme s'il y avait une autre personne dans la salle et qu'il faut s'attacher à cette chose en plus qui est la totalité. Et c'est vrai que quand on a affaire à des groupes, il y a des choses qui se passent, qui dépassent l'individu, qui peuvent l'emmener, qui peuvent le contrarier, mais il faut vraiment en prendre un soin très important. Ça demande de l'animation. Ça demande parfois de la formation ou ça demande une posture d'écoute, là encore, et de prise en compte des réticences possibles de chacun. Et puis, voilà, vous évoquez l'autosolisme, et je trouvais ça intéressant, et ce que vous avez dit sur l'autonomie, le confort qu'amène l'autosolisme. Et effectivement, on a des vrais addicts à la voiture. Hein. C'est pour ça que les modèles de changement de comportement qu'on utilise, assez souvent... Pardon, du coup, on n'a pas vu votre... J'ai pas passé. Il faut me dire quand je dois passer... Vous l'avez dit, ok, bon, désolé. Les modèles qu'on utilise, c'est parfois des modèles qui sont issus de l'accompagnement des addictions. C'est-à-dire comment on fait changer des fumeurs, par exemple. Et comme on est addict au carbone, comme on est addict à la vitesse, comme on est addict à une certaine forme de confort, on a besoin d'aller chercher ces travaux-là. Et c'est intéressant de voir que d'une manière spontanée, vous utilisez des leviers qui, à l'écoute, apparaissent assez naturels, mais qui rejoignent des modèles théoriques qu'on peut avoir, qui après vont rentrer dans des détails, mais qui vont s'arrêter sur la capacité. Comment on construit une capacité? On offre du service, on fait essayer. On fait essayer dans une zone qui est moins longue, qui est plus sécurisée, donc du coup ça développe un sentiment de capacité, et ça c'est un des moteurs du développement du changement de comportement, la question de la motivation, faire apparaître les bénéfices, faire voir l'intérêt que ça peut avoir, donner une tournure positive à quelque chose qui était peut-être perçu comme une contrainte, et ça se fait aussi collectivement, et c'est des choses qui peuvent se faire par des événements, etc. Et puis la question de l'opportunité. L'opportunité qui est cette fenêtre qui s'ouvre et qui amène à dire allez, on y va. Et c'est vrai que les modèles dans la littérature aujourd'hui, dans les sciences, c'est un modèle qui est un modèle opérationnel, c'est-à-dire derrière chaque élément de ce modèle-là, il y a à la fois ce qu'on appelle des techniques de changement de comportement qu'on peut venir mettre dans des applis, par exemple, qu'on peut venir mettre dans des lieux, qu'on peut venir mettre dans de la communication. C'est aussi lié à des indicateurs qu'on peut essayer de mesurer, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le plus frein dans un collectif? Est-ce que c'est le sentiment de capacité? Est-ce que c'est la motivation? Ou est-ce que c'est le sentiment d'opportunité? Dans l'opportunité, il y a la norme sociale, par exemple. Qu'est-ce que ça fait de penser que personne ne le fait? Parce qu'on ne le voit pas, tout simplement. Parce que le covoiturage, parfois, ça ne se voit pas. Ça ne se raconte pas. Donc, ça n'est pas présent. Et comme ce n'est pas présent, on a l'impression que ce qui est normal, c'est plutôt de faire sans. Donc, cette question de la visibilité qui, elle aussi, ouvre des zones d'opportunité. Dans les motivations, il y a à la fois les motivations très conscientes, et puis, il y a les motivations un peu cachées, celles qu'on ne va pas tout à fait dire, celles qui ne sont pas tout à fait conscientes. Et je parlais du rapport au temps, hein, du rapport au présent, par exemple. On peut parler aussi de ce qu'on appelle le sentiment de perdre une opportunité, le fameux FOMO. Vous savez, le FOMO qui fait que quand on est sur les réseaux sociaux, on va y rester très longtemps parce qu'on a l'impression qu'on va rater quelque chose qui serait important. Et il y a des approches qui ont consisté à présenter le covoiturage comme quelque chose non seulement d'écologique, mais qui permettait de nouer des relations. Il se passe des choses particulières. On peut rencontrer des gens avec qui on n'aurait pas l'occasion d'échanger et qui peuvent aussi être des boosters de carrière, etc., etc. Ça devient la chose à ne pas manquer. Et quand on arrive à construire des approches d'accompagnement en disant sécurisons le fait que sur ces 3 leviers, on va avoir des moyens d'action qu'on peut identifier, qu'on peut développer de manière créative. On sait que quand on arrive à jouer sur ces 3 éléments, on prédit à peu près 70 à 80% des intentions qui, elles-mêmes, peuvent permettre de prédire 60 à 70% des actions. Ce qui est important à comprendre dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, ces 3 éléments, ils vont construire des intentions qui sont résilientes, c'est-à-dire des intentions qui vont pouvoir durer, des intentions qui ne vont pas s'arrêter au premier obstacle, mais qui vont être capables de surmonter les obstacles qu'à un moment on rencontre. Et ça peut se faire de manière spontanée, et puis après, on peut aller chercher de manière plus spécifique le groupe qui est un peu limité au niveau du sentiment de capacité, ou ceux qui ont plutôt besoin qu'on travaille sur ce levier d'opportunité. Ça peut être aussi des moments, c'est-à-dire que dans un parcours de changement, dans une
dans un processus de changement, il y a des moments où on travaillera plutôt sur la capacité, d'autres où on travaillera plutôt sur la motivation et sur les opportunités. Et ça, il y a des tas de retours d'expérience, il y a des kits qui existent, vous pouvez avoir des jeux de cartes qui vous expliquent quels sont ces mécanismes un peu psychologiques qui peuvent faire frein et avec lesquels vous pouvez jouer avec une équipe, par exemple, pour essayer d'inventer des dispositifs qui vont venir cibler telle ou telle chose. C'est une science qui a appris à être un peu plus accessible qu'elle ne l'était avant. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça ouvre des leviers d'innovation. Si c'est les managers qui s'en occupent, ça les forme aussi un peu à mieux comprendre les personnes, les équipes et les freins psychologiques. Si c'est des designers, ça les amène à mieux comprendre les dimensions psychologiques à intégrer dans leur design. Et si c'est les salariés, ça les rend aussi plus conscients d'un certain nombre de mécanismes de prise de décision biaisés, par exemple, qui peuvent rentrer aussi et qui peuvent intervenir à d'autres moments dans l'activité. Donc c'est intéressant d'avoir cette réflexivité sur la façon dont on va activer un collectif et de voir que des approches qui prennent le temps de l'écoute spontanément rejoignent ce qui peut exister dans des modèles qui sont cachés dans des revues que personne ne lit, parfois même pas ceux qui l'ont écrit, quoi. Donc voilà. Nous allons voir comment une opportunité peut mener à la constitution d'un petit collectif avec Myriam Lecomte, donc du cabinet HLP Audit. Alors d'abord, quelques mots de présentation du cabinet qui avait commencé à travailler sur ces questions de mobilité avant l'apparition de ce collectif. Oui, on s'était intéressé à la question de mobilité. Donc en 2021, on s'était quand même posé la question de voir. On sentait qu'on avait un vrai levier. Donc on est basé Bas-Chantenay, le quartier Bas-Chantenay à la Grue Noire. On a 130 collaborateurs qui travaillent sur ce lieu-là. On partait quand même avec 2 facteurs positifs parce qu'on a une moyenne d'âge qui est plutôt jeune au sein du cabinet. La moyenne d'âge, c'est à peu près 31 ans. Donc on se dit ça va être facile justement d'avancer sur ces changements-là. Et 70% de nos collaborateurs habitaient sur Nantes Métropole. Donc on s'est dit on part avec déjà des atouts. Et au final, on voyait que c'était quand même difficile de faire changer les habitudes. On s'est dit qu'il fallait qu'on commence d'abord par poser un diagnostic et c'est pour ça qu'on s'est inscrit au pacte mobilité de Nantes Métropole. Ce pacte mobilité avait plusieurs avantages. Déjà de faire bénéficier auprès des salariés de tarifs préférentiels. De pouvoir organiser un événement qu'on a fait aussi chez nous où on fait venir les partenaires, donc Klaxit, Naolib, la place au vélo, etc., pour essayer de parler et d'échanger avec les collaborateurs. Et puis le dernier intérêt, c'est que ce pacte mobilité permet de faire donc ce diagnostic et de partir sur un questionnaire qui est déjà tout fait et qu'on envoie à l'ensemble des collaborateurs pour poser un petit peu le point zéro. Et sur ce résultat, on a vu qu'en fait, on avait la moitié de nos collaborateurs qui étaient autosolistes. Alors même qu'on est dans Nantes, un petit peu excentré, c'est vrai, mais finalement, on avait quand même un peu un levier d'action sur ce champ-là. D'autant plus que la participation au questionnaire était très forte. Ce qui traduit qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a une appétence. Oui, c'est vrai qu'on a eu un taux de réponse au questionnaire de 82%, là c'est ce qui est noté sur la chronologie. C'est vrai que finalement, ils sont sensibles à ce sujet-là. Les collaborateurs, ils sont sensibles quand on l'aborde, ils sont sensibles à ça, on voit que ça les intéresse. Et pour autant, quand il faut changer, c'est compliqué malgré tout. Ça les intéresse, mais la question c'est comment je fais ? Oui, c'est ça. Oui, comment je fais ? Alors c'est là où c'est intéressant justement d'organiser des événements sur place, de faire venir les partenaires, d'échanger pour essayer de lever des freins. Et c'est comme ça qu'on a initié un petit peu la démarche au départ. On s'est inscrit d'ailleurs au défi mobilité pour la première année en 2021 pour initier ce changement-là. On a fait des capsules vidéo, on a essayé de faire des retours d'expérience, on a mis en avant des collaborateurs qui prennent le vélo, on a mis en avant des collaborateurs qui prennent le bus pour essayer justement d'avoir des témoignages, à la fois des effets positifs, enfin, qu'est-ce qu'ils trouvent chouette dans le fait de prendre le bus et qu'est-ce qui est un peu finalement contraignant dans ce mode de transport. Donc ça a bien marché. Voilà. On a eu un autre impact quand même qui a été la contrainte qui nous a fait bouger, puisqu'il en faut une des contraintes qui nous font bouger vers le changement. Alors là, on en a eu une belle parce que le stationnement est devenu payant dans notre zone d'activité.
Et ça a été une contrainte qui nous a fait pas mal bouger. Parce que on a tous, toute entreprise ici présente certainement, des difficultés pour recruter, pour capter des talents, etc. Et finalement, l'annonce du stationnement payant, pour nous, c'était des risques de départ de collaborateurs. C'était évoqué d'ailleurs dans les entretiens annuels. Oui. Pas juste au niveau de la direction Oui. que vous vous êtes posé la question, c'est remonté. Oui, c'est remonté. Il y a eu ça a été verbalisé parfois, parce que voilà, on était, je pense, au tout début de la courbe du changement là, donc la peur, beaucoup. Et c'est vrai que bon, ça nous a permis aussi de nous mettre en mouvement pour essayer de proposer des choses nouvelles. Suite à cette annonce du stationnement payant qu'elle est arrivée, Nantes Métropole nous a proposé en fait de faire une restitution collective des différentes études du pacte mobilité, parce que d'autres entreprises de notre secteur avaient initié cette démarche-là, donc Armor, Aya, qui sont des entreprises vraiment voisines de chez nous. Donc en mars 2023, on a eu une restitution collective de l'ensemble des questionnaires qui avaient été remontés par les salariés. Et on a vu qu'on avait finalement un gros levier sur la partie voiture et autosoliste. Et suite à cette présentation qui avait été de grande qualité, d'ailleurs, je vous le dis, si vous hésitez à vous inscrire à un pacte mobilité, ça a vraiment son intérêt, parce que suite à cette étude, on a vu qu'en fait, il y avait 5 axes routiers qui desservaient notre quartier, qui étaient donc commun aux autres entreprises du secteur, et on a vu combien de l'ensemble de nos salariés, donc nos 3 structures confondues, empruntaient ces mêmes axes routiers. Et suite à ça, on a vu qu'on avait 76 personnes en fait qui empruntaient les mêmes axes routiers au quotidien, matin et soir, pour venir travailler. C'est des personnes qui n'avaient pas d'autre alternative que de prendre la voiture. Il y a des personnes qui prennent la voiture pour leur confort, mais il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Et donc, suite à ce constat, on s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que finalement, nous, tout seuls, HLP, on n'aurait pas forcément eu un levier fort au sein de notre seule structure, donc 130 salariés. Par contre, toutes nos structures confondues, là déjà, ont brassé un périmètre de 600 personnes, et on pouvait avoir un impact plus important. Donc on a... oui. Et c'est l'action ciblée, c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc du coup, Nicolas, merci. Oui, on a organisé du coup un événement. On s'est dit en fait, il faut qu'on organise un événement sur le covoiturage commun à l'ensemble de nos structures, en invitant les personnes ciblées, donc qui empruntent ces axes routiers, pour les faire venir et les faire se rencontrer. C'est vrai que le covoiturage, c'est contraignant, ce qu'on peut imaginer au départ, parce qu'il faut se mettre d'accord sur des horaires, sur un équipage, sur un planning, etc. Et on a aussi, suite à nos échanges avec Aya et Armor, on s'est dit, en fait, il y a quand même aussi une autre contrainte, c'est que finalement, au travers du covoiturage, il faut faire rentrer quelqu'un dans sa voiture personnelle, là où c'est rangé un petit peu à notre image, à notre façon, et on fait rentrer quelqu'un d'inconnu dans un univers qui nous est propre et qui est parfois un sas de décompression avant d'arriver chez soi ou d'arriver au travail. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on les fasse se rencontrer. Et c'est là où on a décidé de faire cet événement pour que les gens, au-delà même de faire du covoiturage, c'est déjà qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent échanger sur ce sujet. Donc, qu'ils puissent avoir un temps d'information. Donc là, notre métropole était présent chez nous pour faire ce temps d'information. Et puis, on a eu une deuxième session de travail où on avait, sur la terrasse d'HLP, on avait organisé pour chaque table un axe routier. Et les personnes se retrouvaient autour de cette table avec les points d'aire de covoiturage qui étaient mentionnés, pour voir en fonction de leur lieu d'habitation où est-ce qu'ils pouvaient se retrouver pour faire équipage ensemble et venir travailler sur le bassin Bas-Chantenay. Nicolas Fiolène, nous retrouvons là l'importance de l'accompagnement. Oui, l'importance de l'accompagnement, le rôle de la contrainte aussi, de quelque chose qui s'annonce et avec lequel il va falloir jouer, s'adapter, etc. Et c'est étonnant de voir, par exemple, pendant le Covid, à quel point on a été adaptatif finalement, et on s'est adapté à des contraintes absolument majeures parce qu'elles se posaient de manière légitime, en tout cas pendant un temps. Et ça effectivement, ça pose la question de l'accompagnement et du coup
Vous avez parlé de la courbe du changement, je parlerai du cycle ou effectivement de ce parcours de changement. C'est jamais le passage de je ne fais pas à je fais. C'est tout un processus qui peut être très court. Il y a des révélations, il y a des gens qui vont changer très rapidement, ou qui peut être très long et qui passe par des choses où plus on va prendre soin de cette progression, plus on va pouvoir du coup accompagner un changement qui sera perçu comme un changement, bien sûr, c'est pas la grenouille dans l'eau bouillante, hein, ce sera perçu comme un changement, mais comme un changement accompagné, comme un changement où on a pris soin et où on a été considéré. Et ça, c'est vraiment important, évidemment, en particulier pour les collectifs, et où on passe par ces étapes où le premier sujet, souvent, c'est simplement d'attirer l'attention sur le fait que quelque chose va se passer. Et souvent, ça, c'est peu accompagné. Du coup, on ne maîtrise pas du tout les signes de changement, les premières préfigurations. Du coup, la chose prend la forme d'une rumeur, de choses qui se disent comme ça, où on ne maîtrise absolument plus la façon, et on ne maîtrise jamais complètement. Mais en tout cas, on peut essayer d'anticiper un petit peu ces premiers petits signes, parce que des fois, c'est un panneau de travaux qui apparaît. Et puis, il y a quelqu'un d'un peu curieux qui va aller voir et dit « Mais quoi, il y a écrit qu'ils vont faire… » Alors que c'est quelque chose qu'on peut intégrer complètement dans l'accompagnement. Ce moment de l'alerte où on a travaillé sur le déploiement de ZFE, par exemple, et où sur le marquage au sol dans les villes, on a commencé à marquer des effets de seuil pour commencer à inscrire dans l'espace mental le fait qu'il allait se passer quelque chose. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Et du coup, comme ils se posent des questions, ils cherchent de l'information. Et comme ils sont en recherche d'information, l'information qu'on va transmettre va être reçue, non seulement reçue parce que je m'y intéresse, mais reçue comme une réponse un peu aux questions que j'ai commencé à me poser, parce que je me suis senti concerné, ce qu'on appelle le concernement, et c'est le moment où, deuxième étape, où on passe à cette idée de en quoi ça concerne tel collectif ou tel individu. En quoi je suis responsable, puisqu'il peut y avoir un réflexe de dire mais c'est plutôt aux autres d'agir, c'est toujours ailleurs que ça se passe et les autres sont toujours ce qu'on appelle l'optimisme comparatif, hein. Pour les hommes, les femmes conduisent mal, pour les jeunes, les vieux conduisent mal, enfin bref, c'est toujours les autres qui ont plus de risques, plus de défauts, etc., ce qui est souvent une façon de défendre son identité sociale, mais on va avoir tendance à repousser. Donc ce travail autour de la responsabilité partagée, de l'exemplarité, qu'est-ce que font les uns, qu'est-ce que font les autres quand c'est une collectivité, en quoi elle est exemplaire dans son approche des sujets. Et puis ensuite, on en vient à, ok, ça me concerne, mais pourquoi je changerai ? Et là, on vient au sens, à la signification, à la fois dans l'idée de signification du sens que ça a et de sens dans le sens direction, quoi. Vers où on va aller et qu'est-ce qu'on, en gros, on me promet comme bénéfice et face à quel coût, etc. Et là, c'est le moment où on doit donner du sens. Parce que c'est le moment où ensuite les gens vont se poser la question de comment j'agis. Et le comment, il est toujours lié au sens. Par exemple, je ne vais pas agir de la même façon et je ne vais pas avoir les mêmes intentions si je cherche à améliorer la qualité de l'air ou si je cherche à réduire la pollution de l'air. En fait, je ne vais pas me tourner vers les mêmes solutions et la solution qu'on va m'amener va m'apparaître plus ou moins adaptée. Parce que c'est des ordres de motivation qui sont différents, tout comme quand on cherche à être en bonne santé ou à éviter d'être malade, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Et donc cette façon d'accompagner aussi ce travail de réflexion autour des motivations, parce que la solution qu'on propose, elle n'est pas tout venant, elle répond à des contraintes, etc. Donc plutôt à tel ordre de motivation, et vous pouvez scorer presque les solutions que vous proposez en fonction du type de motivation auquel ça correspond, et donc bâtir l'alerte de telle sorte à ce qu'elle soit cohérente avec la motivation que vous allez proposer. Et ça, en fait, c'est paver la voie, hein, c'est tout simplement paver la voie et puis faire en sorte que le chemin soit le plus facile possible, ou alors fabriquer un escalier dont les marches ne sont pas trop hautes, quoi. C'est un peu ça la logique. Et puis après, il y a la question de l'intention, développer une intention, se sentir capable de se saisir d'un vélo, se sentir capable de s'organiser pour du covoiturage. Et là où l'enjeu majeur, ça va être de développer le sentiment de capacité. Le reste ne compte plus, on va ne faire que ça. Et c'est délicat de créer un sentiment de capacité. Il ne faut pas que les choses soient trop faciles, parce qu'on ne développe pas un sentiment de capacité si les choses s'automatisent. Et il ne faut pas que ce soit trop difficile, sinon on fabrique de l'incapacité. Donc il faut fabriquer des petites difficultés que les gens vont facilement surmonter et les faire progresser dans leur niveau. Et comme ça, on accompagne du changement. Et puis une fois que l'intention est là, c'est le passage à l'acte. C'est le moment où il faut ouvrir l'opportunité et dire cette fois on y va. Et créer ce moment qu'il ne faut pas rater, ce moment où on se dit après ce sera trop tard, et vraiment créer ce souffle. Et puis souvent, parfois ce qu'on oublie, c'est le maintien, c'est-à-dire ce qui vient après. L'expérience. Après le comportement, il y a l'expérience. Ok, j'ai pris le transport en commun, mais c'était désastreux. Ok, j'ai pris le covoiturage, mais la personne était insupportable et sa voiture puait la cigarette. Comment on fait pour que ce récit d'expérience
même si elle a été négative, maintienne quelque part quelque chose de suffisamment positif pour qu'on puisse réessayer. Quelle place on donne à ces récits en anticipant le fait que pour certains, ça va être désagréable et on va en rire, on va en parler, on va dire l'échec fait partie aussi du chemin, comme dans l'arrêt du tabac, le fait de refumer, ça fait partie, comme dans le régime. On se fait une petite réserve de trajet qu'on fera en autosolisme quand même. On s'en garde quelques-uns sous le coude. Ça aide, par exemple. Et puis après, le partage social, c'est-à-dire le moment où ceux qui ont changé deviennent les ambassadeurs du changement. Et ça pourrait paraître facile. Or, il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a changé pour parler à quelqu'un qui n'a pas encore changé. Et il y avait une étude qui était assez marrante et qui montrait que le meilleur prédicteur de l'adoption de comportements écologiques ou de sensibilisation, c'était d'avoir rencontré quelqu'un de convaincu, mais dans un sens négatif. Quand on avait rencontré quelqu'un de convaincu, ça donnait encore moins envie de changer. Et c'est n'importe qui est ex-fumeur et qui va parler à un fumeur, le fumeur a envie de le taper. Parce que c'est insupportable. Oui, j'ai réussi. Parce qu'une fois qu'on a changé, on oublie tout le parcours qu'on a fait. On oublie de se remettre dans la peau de celui qui n'a pas encore changé. Donc on a envie de dire, ouais, c'est super. Mais non, c'est pas super. C'est compliqué, c'est galère, c'est désagréable. Le changement, ça n'est jamais qu'une partie de plaisir. Et donc c'est important d'anticiper aussi ce récit du partage dès le début de la courbe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un plan d'accompagnement au changement, il faut qu'on pense toutes ces étapes. On peut les simplifier en 3, il y a la première partie, la deuxième, la troisième, mais en gros, il faut des plans qui se déploient sur les 3, et des fois, c'est une conversation qu'il faut organiser comme ça. J'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un, je vais passer par ces étapes-là, parce que je sais que comme ça, je ne vais pas trop vite, je ne passe pas à l'intention, alors que je ne suis pas encore dans le stade de la sensibilisation. Et ça a des conséquences assez concrètes. Alors, je ne sais pas si c'est là, oui, un exemple, parce qu'on pourrait dire tout ça est bien, mais ça veut dire quoi ? Donc on s'est posé la question comment on allait faire en sorte qu'une belle infrastructure, très belle, très bien pensée, sauf que personne ne l'utilise, comment faire en sorte qu'elle trouve ses usages. C'était un parking relais pour une ligne de bus et du covoiturage. Et en fait, on a essayé de suivre la même logique, c'est-à-dire on s'est dit, plutôt que de développer une seule information, on va suivre des étapes. Donc on va faire apparaître des choses dans l'environnement qui intriguent, l'alerte, et où on remet du choix. Souvent, les pratiques de mobilité sont contraintes par la perception d'un espace de choix restreint. Et quand on demande aux gens entre quoi vous avez le choix, souvent ils disent entre rien et rien. Alors qu'en fait, si on les pousse un peu, ils commencent à dire « Ah oui, c'est vrai que finalement, j'ai un arrêt, j'ai ça. » Et rouvrir l'espace des choix, en soi, c'est déjà un sentiment d'alerte. C'est dire « Finalement, j'ai le choix là où je ne l'avais pas. » Donc, on a repris un peu le format des cartes du 1000 bornes, sur une signalétique routière publique, donc autant dire que ça a été un peu compliqué, mais juste pour dire, voilà, on commence par là, on commence par alerter, et puis ensuite on fait apparaître dans l'environnement, on produit des motivations par l'idée de calme économique, rassurant, enfin bon, on donne du pourquoi, et ensuite on donne du comment, en créant un fléchage vers le parking relais qui fait que, alors l'humain a un problème avec les angles droits, un peu bizarre, mais tout ce qui est angle droit, il n'aime pas. C'est-à-dire, si vous montrez une direction avec une flèche qui fait un angle, c'est souvent perçu comme 2 fois plus long que si vous montrez une direction avec une courbe. Donc, on a travaillé sur, OK, ça tourne, mais vous inquiétez pas, ça tourne selon soit la fameuse ligne de désir du piéton, ce qu'on appelle la ligne du désir du piéton. C'est toutes ces choses en angle dans l'espace public où tout le monde marche dans l'herbe, vous savez, en diagonale. Ben ça, c'est intéressant parce que quand on fait des signalétiques de ce type-là, c'est tout bête, mais on va lever un frein qui paraît anodin, mais qui est celui qui va déterminer le jour où la personne dit « Allez, j'essaye, allez, je tente, etc. » Et puis après, on renforce, on met en avant, on dit « À demain » parce qu'on inscrit les choses dans la durée. Donc ça paraît être des détails, mais c'est d'infimes détails qui en fait créent une énorme différence. Et puis on l'a dans les résultats d'expérimentation, en comparant avec d'autres lieux à la même période, etc., qu'on peut à la fois augmenter le recours aux mobilités partagées, et ça a donné un espace créatif. Les services techniques avec qui on a travaillé là-dessus, ils étaient super contents. On travaillait sur de l'image, on travaillait avec des designers, c'était marrant, on teste des trucs nouveaux, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça a d'autres bienfaits, en plus de prendre en compte l'humain, de s'appuyer sur de la science, ce qui est bien aussi, parce qu'on se nourrit de cette science-là. Ça a ce côté créatif, presque amusant, et puis on se donne le droit de se tromper. Et ça, je crois que c'est vraiment important. On s'est dit, peut-être qu'on se plantera, par contre, on se donne les moyens de le voir. Et on se donne les moyens de le voir, par exemple, on a posé plein de questions à des gens sur le sentiment de facilité, l'impression que les autres le faisaient aussi, les ingrédients dont je vous ai parlé au début, pour savoir lequel avait changé, et du coup, si on devait déployer ça partout, on s'y prendrait comment. Et donc ça montre comment la technique, le socio-technique
doit s'accompagner de cette approche très humaine, d'essayer de se mettre dans les chaussures. Mais comme il y a toute une science qui permet d'éviter des présupposés, d'éviter de se tromper sur ce qui fait du coup les changements de comportement, ça permet de faire un lien assez intéressant aussi entre les données scientifiques et des choses très, très concrètes. Et les modèles existent, les moyens existent, et je trouve que ça va bien avec cette idée de contrainte, parce que la contrainte, elle perd un peu de son aspect de contrainte si les gens ont changé avant même que la contrainte apparaisse. Vous nous avez donné un exemple de réussite collective avec des services techniques, des designers, sociologues qui s'intéressent à ce sujet de transformation. Justement, à la FUL, qu'est-ce qui fait la réussite du collectif? Qu'est-ce qui fait que ça tient dans la durée? Est-ce qu'il y a des trucs qui permettent de faire en sorte que le collectif se maintienne, perdure, se développe? Alors des trucs, je ne sais pas, en tout cas, quand on discute entre nous, c'est toujours le plaisir de se voir et de faire ensemble, de se retrouver peut-être en dehors de son cadre professionnel habituel, de côtoyer des personnes qui vont travailler sur des sujets qui sont compliqués, qui n'avancent pas toujours aussi vite que ce qu'on le souhaiterait. Et donc ça, c'est déjà, je pense, une grosse force de pouvoir se retrouver avec ses pairs et de prendre du plaisir à travailler sur des sujets et à partager. Il y a donc de la confiance. Il y a vraiment de la confiance, effectivement, ce mot-là, je voulais le placer, mais la confiance, c'est fondamental. C'est fondamental. On a, comme je disais tout à l'heure, on est 20 structures dans l'association. Il y a des structures toutes petites, il y en a des beaucoup plus grosses. Les petites, elles ont moins le temps de travailler sur le sujet. Tant pis, on va peut-être un petit peu plus les aider, mais en tout cas, on va certainement pas les juger. Chacun avance comme il peut. Et cette notion de confiance est fondamentale pour avancer ensemble. Confiance aussi vis-à-vis des publics, parce que vous l'avez évoqué, il y a différents publics en fait dans le secteur où vous êtes, donc il faut s'adapter, il faut cibler. Alors effectivement, on ne va pas travailler avec les habitants comme on travaille avec les salariés sur la zone, et donc ça suppose une adaptation. Quand on fait des animations, pour les habitants, on va les faire le soir. Pour les entreprises, c'est le matin à la prise de poste ou entre midi et 2 au restaurant d'entreprise. Donc une adaptation effectivement permanente aux différents publics qu'on peut avoir sur la zone. Il faut aller au contact encore et toujours. Alors ça, c'est vraiment un enseignement qu'on a tiré de nos débuts, où on avait sous-estimé l'animation. C'est vraiment aller au contact, encore et toujours. Et puis quelquefois, prendre son téléphone pour appeler les référents un à un. Et puis à ce prix-là, ça marche et c'est beaucoup plus efficace que quand on envoie un mail aux 20. Voilà, ça dépend des moments et de la surcharge de travail des uns et des autres. Et Myriam Lecomte, quand on s'engage dans la Constitution, alors sans avoir une association formalisée, mais d'un collectif comme le vôtre, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Ça se fait assez facilement finalement, parce que déjà on est en proximité, puisqu'on a juste à traverser la route et puis ça y est, on est arrivé. Il fallait déjà traverser la route. Mais il fallait Fallait traverser la route. C'est vrai que finalement, ça part quand même du bon sens, parce qu'on vit tous des problématiques dans notre entreprise, et finalement l'entreprise qui est juste à côté vit certainement la même problématique ou l'a déjà vécue avant et a déjà trouvé une solution. Donc ça se fait très facilement de se réunir, c'est très simple, et puis en plus ça amène à couvrir d'autres sujets. Donc là, notre sujet, c'était la mobilité, c'est vrai, mais ça nous a ouvert aussi d'autres portes pour parler du forfait mobilité durable qui était mis en place dans une autre entreprise chez Armor. Nous, on ne l'avait pas encore mis en place, et puis après ça nous a amené à justement arriver à ce dispositif-là chez HLP, à parler de l'accueil des stagiaires, à parler de différents sujets qui sont notre quotidien, et puis à voir ce que fait l'entreprise qui est à côté de chez nous, et puis à s'en inspirer. Donc moi, je trouve que ça amène beaucoup de liens et d'idées et de complémentarité aussi dans nos approches. Donc c'est bénéfique sur tous les plans. Oui. Et puis c'est bénéfique sur tous les plans. Puis c'est un événement qu'on va renouveler là prochainement pour ce qui concerne le covoiturage. Et je pense qu'on y gagne tous, parce que c'est du coup des événements qui sont d'autant plus faciles à organiser, parce qu'on est plusieurs à s'en occuper et à prendre les choses en main. Nous avons quelques minutes si vous souhaitez poser des questions ou apporter des commentaires. Je remercie la régie de nous remettre la lumière. Alors, vous souhaitez en savoir plus? Vous avez des questions?
des commentaires ou peut-être un partage d'expérience? Oui, alors monsieur, le micro va vous être apporté dans quelques secondes et nous allons pouvoir écouter votre intervention ou question. C'est à vous. Bonjour. Ne touchez à rien, normalement ça va être repli. Allez-y. 1, 2. Si, C'est bon, pardon. Bonjour, Damien Leroux. J'étais là en 2022 à l'édition précédente et on parlait déjà d'accompagnement au changement. Et je vous remercie pour vos 3 présentations. On sent, il y a quand même un point commun, moi en tout cas que je sens, c'est la contrainte. Est-ce que la contrainte, c'est pas le meilleur moyen d'avoir une motivation et de changer? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé en 2 ans. Donc voilà, comment est-ce qu'on va un peu plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup le temps? Nicolas Fiolène, peut-être? Je peux commencer très rapidement. La contrainte, oui, on pourrait penser que ça permet d'aller plus vite. J'en suis pas si sûr. Il y a un effet en psychologie qu'on connaît bien, c'est ce qu'on appelle la déclaration de liberté ou le sentiment de liberté, le sentiment de choix, et qui en fait que quand on adopte un comportement, si on a eu le sentiment de le choisir, on va lui donner du sens. On va y être attaché, on a une espèce de contrat psychologique avec le comportement. Si on le fait sous la contrainte, ça veut dire que la motivation pour faire le comportement, on va pouvoir la déposer à l'extérieur. Ce n'est pas une motivation intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire je le fais à cause de la contrainte. Donc on n'a pas de contrat psychologique avec le comportement, aucun. Donc dès qu'on peut l'abandonner, dès qu'on peut détourner la contrainte, on va le faire. D'où l'importance pour moi d'anticiper, de ne pas délaisser la contrainte, mais de toujours l'accompagner du travail sur son appropriation et sur son acceptabilité. Parce qu'il y a toujours un moment où on est en démocratie, donc on peut remettre en cause la contrainte. On peut avoir des phénomènes de vote qui font que ceux qui étaient pour la contrainte, ils ne sont plus à la manœuvre et que du coup, on n'a plus que ceux qui ne veulent pas de la contrainte. Ce que je veux dire, c'est que la contrainte ne va jamais permettre d'éliminer le problème de l'adhésion et de la compréhension et du partage démocratique de l'intention. Donc la conviction, le travail de conviction, de partage des aspirations qu'on peut avoir, il est nécessairement toujours présent et aucune contrainte ne fonctionne mieux, comme je le disais, que celle que l'usage anticipe déjà. On sait que la contrainte va arriver, elle a été expliquée, elle a été partagée, elle a été acceptée et du coup tout le monde se met déjà à changer et à faire les choses un petit peu différemment. On le voit sur les sujets de l'eau par exemple et des piscines où les gens, avant même que la contrainte arrive vraiment, ils la voient venir, donc ils commencent à se réorganiser. On l'a vu sur le plastique par exemple, ça a été le plastique à usage unique, ça a été annoncé avant. Il y a eu un travail de sensibilisation. Du coup, quand les petites touillettes en plastique, il y en a quelques-uns pour râler, mais quand les petites touillettes en plastique ont disparu, c'est bon. Donc ça ne résout pas pour moi la question de l'accompagnement, en tout cas. Je dirais quand même qu'il y a, nous, alors la contrainte, ça a quand même joué en notre faveur, c'est vrai. En plus, on a eu les travaux après du point de Bretagne, donc ça nous a aidés. Mais c'est vrai que l'exemplarité, vous en parliez tout à l'heure, l'implication de la direction, c'est important que sur l'ensemble des actions qui sont portées, la direction soit vraiment partie prenante et que les efforts, ils sont à faire, mais ils sont à faire par tout le monde en fait, et c'est pas que les salariés qui doivent s'adapter à un changement de mobilité, etc. Mais l'entreprise, elle doit accompagner ces changements-là et elle doit proposer aussi des choses. Et donc le fait d'organiser des événements, qu'on se bouge entre guillemets, pour proposer des choses aux salariés, c'est essentiel. De proposer un forfait mobilité durable, de proposer des aides de prise en charge des transports en commun supérieurs par rapport à la réglementation, ça aide aussi. Et puis du coup, chacun fait sa part et on avance ensemble, quoi. Merci. Avons-nous une autre question? Pas d'autres questions? Nicolas Fiolène, bon, ça ne va pas forcément aussi vite qu'on le voudrait, mais ça va quand même, on avance. Oui, on avance. Il faut accélérer, il faut massifier, ça avance. Le seul problème, je dirais, c'est qu'on a mangé notre pain blanc. Tout le monde est en train de manger son pain blanc, c'est-à-dire la part la plus facile et avec ceux qui étaient prêts à faire, c'est bon, ça on a fait. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est évident, sur des comportements plus engageants, sur des contraintes plus fortes.
qui vont avoir tout un tas de formes, hein, et sur des parties de population moins convaincus. C'est-à-dire il y a ceux qui, oui, sont contents de parler du sujet, sont prêts à en parler, etc. Puis il y a ceux qui se sentent une distance par rapport à ça ou qui se sont construits à partir d'une distance par rapport à ça. Donc en fait, la question de l'accompagnement va se poser encore plus maintenant parce qu'il ne faudrait pas perdre le pain blanc, parce qu'on n'anticipe pas suffisamment qu'on va rentrer dans le dur. Et ça, les acteurs publics le savent. Ils savent que maintenant, c'est bon, on a fait le plus facile et que ce qui reste à gagner, ça va être le plus difficile. Pour tout un tas de raisons. Ça va coûter cher, il peut y avoir des refus très très forts. Il y a un climat déjà qui commence à monter et qui montre que on commence à toucher à des choses qui ne vont pas être si simples. Donc l'accompagnement va vraiment être important. Et c'est pour ça que c'est plus un sujet de posture permanente, de prendre le temps de l'écoute, de se nourrir de ce que les autres ont fait, bien sûr, de travailler collectivement et de partager des expériences. Et en termes de partage d'expérience, il y a quand même un travail oui, justement, de partage, de diffusion de ces travaux-là autour de l'accompagnement au changement qui est fait. Hein. J'ai pris 2 exemples de rapports faits récemment et publiés par l'ADEME, à la fois sur les challenges mobilité, mais qui permettent et qui reprennent, par exemple, ça reprend le modèle que je vous ai montré et ça dit comment on s'inscrit dans un challenge ou un événement mobilité en fonction du principal frein qu'on a repéré. Ou comment on pourrait phaser des formes d'événements mobilité de façon à accompagner et à se mettre dans une première démarche qui emmène ceux qui ne sont pas convaincus, une deuxième démarche qui fait passer à l'action ceux qui étaient à 2 doigts d'agir, et une troisième qui enfonce le clou et qui installe les choses dans la durée. Où vous avez sur la droite, oui pour vous aussi bien sûr, sur la droite une sorte d'outil sur l'accompagnement au changement, où vous pouvez rentrer dans un outil un peu interactif, vos besoins, le type de changement, le type d'évaluation, etc. Et vous avez des fiches un peu personnalisées. Est-ce que c'est plutôt des ateliers? Est-ce que c'est plutôt des événements? Est-ce que c'est plutôt de la communication? Est-ce que c'est plutôt du design persuasif ou du design comportemental? Et vous aurez des fiches avec des exemples qui vont être générés de manière un peu personnalisée. On en est au début. Vous pouvez aussi aller voir le site de la DITP, donc Direction interministérielle à la transformation publique. Vous aurez un jeu de cartes que vous pouvez télécharger, imprimer, jouer avec les biais cognitifs, c'est-à-dire ces automatismes. C'est toujours intéressant de les apprendre. Vous avez des rapports sur tout un tas d'expériences qui ont été menées pour voir un peu la méthodologie par laquelle ça passe. Vous avez des choses sur le management. Comment on manage à partir des sciences comportementales, des neurosciences, des sciences cognitives, de façon à faciliter le changement. Ça peut être la mobilité, ça peut être un plan de transformation. Donc c'est des choses qui sont croissantes, hein, qui prennent une place de plus en plus grande. Les collectivités s'en emparent. C'est le public qui est plutôt en avance aujourd'hui, hein, qui innove le plus là-dedans. C'est moins présent dans les entreprises. La SNCF est très en avance. Elle a installé ça. D'autres grandes entreprises essayent de limiter. Je crois que comme dans les collectivités, il y aura un enjeu à ce que des plus petites et moyennes entreprises mutualisent entre elles le recours à cette expertise, parce que c'est un peu pour une TPE, PME, aller chercher de l'expertise sur l'accompagnement au changement, ça vaut vraiment pas le coup. Par contre, ces collectifs peuvent être des endroits où on mutualise nos besoins et on demande aux chercheurs de la fac d'à côté de venir, de partager, de faire un petit atelier, comme ça on se nourrit tous. Il y a aussi des étudiants qui ont besoin de faire des stages en psychologie, etc. et qui peuvent venir dans une association, dans un collectif, défricher un peu le terrain. Il y a des thèses CIFRE qui peuvent se faire aussi sur ces sujets-là. Et il y a certaines peut-être de vos entreprises qui, et je pense au sujet de la comptabilité ou autre, souvent vous avez des sujets chez vos clients de changement de comportement. Sur la comptabilité, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui arrivent trop tard. Moi, je sais, en tant que dirigeant d'entreprise, j'en vois toujours trop tard. Bref, il faudrait que je change mes comportements. Mais en fait, il y a réfléchir sur les changements de comportement de ces salariés, c'est aussi se dire, est-ce que cet accompagnement, on pourrait aussi l'avoir dans notre activité, dans notre management? Et ça devient un investissement qui, du coup, vaut le coup, de plein de façons. Et ce qui se fait dans le public, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans le privé, qui a une capacité à innover qui est quand même intéressante. Donc, il y a des outils, il y a des connaissances, il y a des expériences existantes. Après, il n'y a plus qu'à passer de l'intention à l'action, quoi. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci à nos intervenants. Vous pouvez les remercier.
Ces rendez-vous pro de la mobilité continuent jusqu'à 17h. Dans 7 minutes maintenant, les ateliers bonnes pratiques en salle G et H sur le véhicule électrique et le covoiturage. Jusqu'à 17h, le village des solutions reste ouvert pour échanger, participer à des rendez-vous, échanger sur les bonnes pratiques. Et vous pouvez naturellement échanger de manière tout à fait informelle dans les couloirs. Merci à toutes et à tous de votre participation et bons travaux.